Bonsoir Jean Garrigue. Bonsoir. Vous êtes historien, l'un des plus grands spécialistes de l'histoire politique française. Et vous publiez donc ce livre, La tentation du sauveur, histoire d'une passion française. C'est chez Payot. L'homme providentiel, c'est un mythe qui finalement revient de manière permanente dans la vie politique française. Oui, c'est ce qui est très frappant, c'est-à-dire que cette vie politique d'aujourd'hui, elle s'est construite à partir de la Révolution française, sur l'idée des contre-pouvoirs, sur l'idée d'abattre la monarchie absolue, le pouvoir d'un seul, sur l'horizontalité. Et en réalité, on revient en permanence, de manière cyclique, à cette image de quelqu'un qui est un peu au-dessus des autres, qui a des dons exceptionnels, qui surplombe la vie publique et puis qui va résoudre tous les problèmes qui se posent à nous. C'est toujours la même chose depuis Napoléon Bonaparte. Ce qui est complètement schizophrénique, parce qu'en même temps, il y a cette figure tutélaire qu'on appelle de nos voeux, que les Français attendent, et en même temps, on demande toujours plus de démocratie directe et on critique toujours plus, finalement, celui qui gouverne. Regardez la crise des Gilets jaunes, Oui. C'est-à-dire que c'est une revendication permanente de participation, de démocratie directe ou participative, le RIC, etc. Et tout remonte vers le roi, vers le monarque républicain qui est Emmanuel Macron. Et même le champ lexical utilisé, effectivement, Le champ à l'époque. lexical, c'était Louis XVI, Brigitte, c'était Marie-Antoinette. On marchait sur l'Élysée. On marchait sur l'Élysée, on allait quelquefois décapiter, en tout cas une marionnette ou Il y avait des images de guillotine. des images de guillotine un peu partout. Donc on revient toujours à cette image d'un monarque, au fond, de quelqu'un en tout cas qui est là par le biais de la providence. L'homme providentiel, c'est quelqu'un qui nous vient de la providence parce qu'il a des dons exceptionnels. C'est ça, comme l'attente du Messie, finalement. Ah ben c'est une attente messianique, l'homme providentiel. Alors ça s'explique dans les périodes de guerre, par exemple, parce que là, la crise est telle que soudain surgit On pense, je vous entends là, je pense à Zelensky en Ukraine. Très clairement, il a beaucoup joué de cette image. Joué logiquement. Avec des compétences peut-être d'homme providentiel. Ah oui, mais aussi à noter que c'est un homme de communication aussi, c'est-à-dire qui sait manier les codes, qui sait manier les clichés, les images justement. Et les hommes providentiels, que ce soit Bonaparte, que ce soit Clémenceau en 1917, le général de Gaulle en 1940, savent justement jouer de ces images pour s'imposer à une société qui au départ est en crise, qui ne sait pas. Et il leur amène ce don exceptionnel qui est celui de l'homme providentiel. Et en même temps, bien sûr, cet homme providentiel, on voit d'ailleurs en couverture ce croquis, ce schéma de super-héros. Il a tendu comme un super-héros, justement, Superman. Ne peut que décevoir, puisque c'est un fantasme et que le fantasme ne se réalise pas. Bien sûr. Et alors, est-ce que ça ne joue pas en conséquence sur le détournement des Français de la vie politique, cette fracture qu'on repère de plus en plus? Alors, quand c'est Napoléon Bonaparte qui a fait ses preuves, qui a réorganisé la France du début du 19e siècle, quand c'est le général de Gaulle, il a créé la Ve République. Il y a une action, il y a une œuvre, je dirais, politique qui est forte. Mais quand vous n'avez plus cette stature-là, quand vous n'avez plus cette légitimité-là, de manière presque mécanique, vous allez décevoir. C'est-à-dire que lorsqu'on essaie de faire ressurgir cette mythologie sous la Ve République, ce que j'appelle les poussières du mythe, forcément, à un moment donné, alors il y a un personnage comme ça qui va cristalliser toutes les espérances, Nicolas Sarkozy en 2007, Emmanuel Macron en 2017, et puis forcément, après l'état de grâce, vient l'état de disgrâce, et plus dur est la chute, parce que plus fortes ont été les attentes, plus les espérances ont été violentes, plus la chute est dure. D'ailleurs, on a vu le père d'Emmanuel Macron qui donnait une interview hier, qui parlait d'ingratitude envers son fils. D'ingratitude. Ce que vous dites dans ces repères, mais sans donner d'avis politique. C'est presque inévitable. Si vous avez comme ça, si vous surpersonnalisez, et puis nos institutions le favorisent, le système présidentiel, il est là pour la rencontre entre un homme, une femme et un peuple. Donc voilà. Et le débat justement de ce soir peut-être alors va jouer à plein vous parlez de personnalisation. Oui. On est sur un vrai duel de personnalité.
Oui, parce en plus, on est dans une société d'image. Je ne suis pas sûr que ceux qui vont rester, resteront-ils jusqu'au bout? En tout cas, est-ce qu'ils vont s'attacher à comprendre précisément les programmes, etc. Mais ils joueront beaucoup plus, ils s'intéresseront beaucoup plus à la personnalité, à la crédibilité, à la présidentialité, au sang-froid des candidats, c'est-à-dire à une image. Et donc là, l'image de quelqu'un qui peut vous sauver, c'est quelque chose qui fonctionne à plein. Et est-ce que c'est possible de faire autrement? Parce qu'on a vu François Hollande qui essaye de moins jouer la personnalisation et davantage le président normal. On a vu ce que ça a donné, parce que là, c'est vraiment, à mon sens, très inhérent à ce qu'a été le général de Gaulle. C'est celui qui a fondé nos institutions, qui a donné une sorte de modèle de notre vie publique. C'était quelqu'un qui avait un prestige, qui avait une distance, qui avait une solennité. Et peu ou prou, les Français attendent ça de leur président. Sauf que la société, elle a aussi beaucoup évolué. C'est une société de surcommunication, des réseaux sociaux, etc. Et qu'on ne peut plus être comme ça. Alors, sans arrêt, j'ai l'impression que les acteurs de la vie publique qui oscillent entre ces deux tentations. C'est très clair pour Emmanuel Macron, par exemple. Donc c'est très difficile d'incarner comme ça un homme providentiel. Et ce tiraillement, il est très clair, vous dites pour Emmanuel Macron, aussi finalement pour Jean-Luc Mélenchon, qui lui-même appelle de ses voeux une 6e République, critique la monarchie présidentielle et en même temps joue à plein le mythe du sauveur, même lui d'ailleurs bon perdant, puisqu'il se présente toujours comme sauveur en demandant aux Français de l'élire là Premier ministre aux législatives. Oui, et on sait bien d'ailleurs que tout s'est construit à la France insoumise autour d'une surpersonnalisation, d'une surincarnation du leader, j'allais dire leader maximo, qui est Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a une contradiction, c'est-à-dire qu'il aspire à une société plus horizontale, une société plus démocratique, avec des contre-pouvoirs, mais lui-même, dans sa pratique, est typiquement une figure qui se vit comme un homme providentiel, en l'occurrence le reconstructeur d'une gauche, mais d'une gauche France insoumise. Et alors, quelle est la solution? Est-ce qu'une 6e République, dans ce cas-là, serait envisageable ou à espérer? C'est manifestement ce que semble montrer cette élection présidentielle-là, la désaffection pour la campagne, c'est qu'on est dans un système qui est un peu à bout de souffle. Alors, est-ce qu'il faudrait... En tout cas, la demande sociale, c'est plus de démocratie, plus d'horizontalité, plus de démocratie directe. Mais la question, c'est de savoir si à côté de cette demande-là de démocratie, de contre-pouvoir, il ne reste pas cette tentation, ce besoin d'autorité, de surplomb, de solennité associé justement à cette image d'homme providentiel. Moi, je pense qu'on est dans un moment de bascule. Je ne sais pas si la société française, elle est prête justement à faire ce grand saut. J'allais dire, qui serait un grand saut en arrière, parce qu'il s'agirait de revenir finalement à un régime parlementaire, comme on en a connu sous la 3e et la 4e République. Mais c'est un régime aussi qui est dominant en Europe, qu'on a un peu partout. Nous restons une exception. Mais cette exception, elle est notamment liée, me semble-t-il, à toute cette histoire de l'homme providentiel, du sauveur, à cette attente d'une personnalité surplombante, exceptionnelle, magique presque, messianique. Est-ce que c'est encore valable aujourd'hui? Est-ce qu'on peut susciter ce type de personnage? Moi, j'ai des doutes, et ce qui veut dire qu'immanquablement, il va falloir réfléchir à transformer nos institutions, notre système politique. Est-ce que l'homme présidentiel peut être une femme? J'ai dit présidentielle, providentielle, pardon, c'est un lapsus révélateur. Oui, c'est ça. Ah ouais. Peut-être une femme, parce que pour le coup, dans le livre, il n'y a pas de femme providentielle. Alors, il y en a une qui est finalement la première, c'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, pour les hommes de la 3e République qui ont construit la démocratie parlementaire, ils avaient une référence d'héroïne, justement, providentielle, qui était Jeanne d'Arc. Ce qui veut dire qu'au fond, la féminisation de l'homme providentiel peut être possible. Quelque part, Marine Le Pen se présente comme quelqu'un aussi qui veut sauver la France, qui, au nom d'une nouvelle droite ou d'une extrême droite dédiabolisée, elle joue aussi de cette image. Comme Ségolène Royal s'était beaucoup référée à l'image de Jeanne d'Arc pendant la campagne de 2007. Donc pourquoi pas une femme? La société française, c'est la société du MeToo aujourd'hui, de l'égalité, et j'espère que ça le sera de plus en plus. L'avenir nous le dira. Pourquoi pas une femme providentielle? Merci Jean Garrigue. La tentation du sauveur, histoire d'une passion française, c'est passionnant. Et c'est chez Payot, Histoire Payot. Merci à vous. Merci à vous. La soirée continue sur France 5, bien sûr, avec Caroline Roux et les enjeux du débat de ce soir. Caroline Roux et ses invités. C'est tout de suite dans C'est dans l'air. Bonne émission.